Allez, après vous avoir montré que Bugatti n'a pas été qu'un simple fabricant de bagnoles, aujourd'hui je m'attaque à Porsche. Et vous allez voir que pour lui aussi, l'aviation a été un joli terrain de jeu. C'est parti! Alors avant de commencer, je vous invite à aller voir cette première vidéo où j'avais déjà un peu dégrossi le sujet. Et si ça vous intéresse, et pour ne rien rater de la suite, eh bien abonnez-vous et je vous assure, ça ne fait pas mal. Et pour une fois qu'il reste encore quelque chose de gratuit, il ne faudrait pas s'en priver. Alors pour faire court, Ferdinand Porsche, premier du nom, est un de ces inventeurs de génie de la révolution industrielle. En 1890, sa maison est la première du village à recevoir l'électricité grâce à un générateur de sa conception. Et il n'a alors que 15 ans. À 18 ans, convaincu du génie de son fils, son père le laisse partir à Vienne, où il débute dans la compagnie d'électricité autrichienne Bella Eger & Co. Là, il va fabriquer à 18 ans seulement le premier moteur roue électrique avec un moteur intégré directement dans le moyeu. À 22 ans, il est embauché par l'entreprise Jacob Lohner, qui était le fournisseur officiel de la cour impériale d'Autriche. Et là, il va inventer un des tout premiers véhicules électriques, la C2 Phaéton P1. C'est une sorte de carrosse 100 chevaux qui pouvait rouler à 35 km/h grâce à deux de ses moteurs roues de son invention. Et 2 ans plus tard, en 1900 tout pile, il va sortir la première voiture hybride électrique essence de tous les temps, la Lohner Porsche Semper Vivus. La suite a déjà été racontée 100 fois. En 1906, il rentre chez Daimler, dont il deviendra le PDG, puis fusionnera avec Mercedes et Benz dans les années 20, avant de lancer le 6 mars 1931 le bureau d'études Porsche à Stuttgart avec son fils Ferdinand Anton Ernst. Et bien sûr, il sera aussi à l'origine de Volkswagen, rien que ça. Mais revenons un peu à nos moutons. Au début du XXe siècle, les idées bouillonnent de partout, les progrès dans tous les domaines n'ont jamais été aussi importants, et Ferdinand Porsche, lui, qui n'imaginait pas encore fabriquer des voitures, va commencer à regarder du côté des plus lourds que l'air. En 1908, il est le directeur technique chez Daimler, et on lui confie la mise au point d'un moteur 4 cylindres pour en équiper un dirigeable militaire, et à peine 1 an plus tard, il embarque à bord pour son premier vol inaugural, convaincu de la pertinence de sa construction et de l'avenir de ses moteurs dans l'aviation. À partir de là, il va développer un nouveau moteur pour le pionnier allemand de l'aviation, Ignaz Etrich, dit Igo, qui va l'installer dans son appareil, le Taube. Et durant les années qui vont suivre, il va continuer à produire des 4 cylindres, puis des 6 et 12 cylindres, qui équiperont les avions de course de Igo, mais aussi des hydravions et même un biplan de reconnaissance Lohner Pfeiflieger. En 1937, il va participer au développement d'un des projets automobiles les plus ambitieux de tous les temps et qui devait prouver la supériorité de l'Allemagne sur le reste du monde, la Mercedes T80. Le but était alors de battre le record de 575 km/h détenu par les Américains avec la Thunderbolt et de propulser leur bolide à au moins 700 km/h. Et pour y arriver, la T80 devait être équipée d'un moteur d'avion V12 de 44 litres de cylindrée qui développait 3000 chevaux et utilisait comme piste une nouvelle portion d'autoroute qui venait d'être construite. Mais comme beaucoup de projets, l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale va mettre un coup d'arrêt et la voiture ne roulera jamais. Alors pendant la guerre, Porsche va continuer à faire quelques essais à partir du moteur qui équipait la coccinelle et il va être monté à bord d'un petit avion sans queue derrière le pilote avec une hélice propulsive. Après-guerre, ce n'est qu'en 1955 que l'industrie allemande peut reprendre la construction d'avions et malgré le décès de son créateur en 1951, Porsche sera le premier à produire un moteur d'avion en utilisant son Flat 4 déjà éprouvé dans ses 356 pour en équiper des avions. Dérivé en plusieurs versions de 50 à 75 chevaux, c'était un moteur fiable et léger, à peine plus de 100 kg, refroidi par air et ne craignant pas de prendre de l'angle. Il sera donc monté dans un Rheinflug RW3, premier avion construit en série en Allemagne après-guerre, et facilement reconnaissable avec son hélice en position arrière intégrée dans la queue de l'appareil. La Bundeswehr, l'armée allemande nouvellement formée, l'utilisera même, elle, dans son nouvel appareil biplace, le Elster. Entre 1956 et 1961, ce moteur sera même modifié pour équiper des petits hélicoptères monoplaces américains fabriqués par la société Aerodyn. Mais il faudra attendre les années 80 avant de revoir des moteurs Porsche dans des engins volants. En effet, à cette époque, le directeur de Porsche, qui était un passionné d'aviation, ambitionne de devenir un des principaux acteurs de la construction de moteurs d'avion. Et la fiabilité et la performance du Flat 6 semblent tout indiquer pour en faire un excellent moteur. Pour être certifié, il va devoir subir quelques modifications avec un système de double allumage, un refroidissement amélioré et une injection K-Jetronic modifiée pour rester performante en altitude. Et c'est en 1981 que l'histoire va se répéter, puisqu'on va retrouver des moteurs Porsche dans des dirigeables, et pas n'importe quel moteur, puisque ce sera le fameux Flat 6 de la 911 SC. On le retrouvera donc à bord du dirigeable Skyship 500 qui pouvait emporter 2,5 tonnes de charge utile à 10 km d'altitude et atteindre plus de 110 km/h grâce à ses deux moteurs 3 litres allant de 200 à 250 chevaux selon les versions.
Mais le moteur qui connaîtra le plus de développement sera le PFM 3200, directement dérivé du flat 6 3 litres 2 de la 911 Carrera. Il fera son premier vol en août 1982 à bord d'un Cessna 182 Skyline et Porsche passera en tout 5 ans et dépensera des millions de Deutschmark à développer ce moteur. Après des centaines d'heures d'essai en vol, le moteur obtient enfin sa certification et pour promouvoir son moteur, Porsche va le lancer dans un tour du monde de 6 mois. Le Mounet 231, motorisé par le PFM 3200, va donc parcourir 100 000 km en 300 étapes et en affrontant tous les types de conditions météo. Les pilotes feront même une étape record de 17 heures entre les îles Marshall et Honolulu dans le Pacifique, et c'est sous une tempête de neige qu'ils feront leur dernier atterrissage le 16 janvier 1986. Et pour info, cet avion vole toujours, et il a même gardé ses couleurs Porsche Rockman de l'époque. Fort de cette expérience, Porsche va donc créer la société Porsche Aviation Products aux États-Unis, puisque c'est là-bas que se trouve le marché le plus prometteur. Et ce moteur présentera de nombreux avantages, en plus de sa fiabilité et de son faible appétit, puisqu'on le surnommait l'avion à voix basse, en raison de son excellente insonorisation, et qu'il était aussi très facile à entretenir. Mais son principal atout était sa facilité d'utilisation, puisqu'il était géré électroniquement et qu'il n'avait besoin que d'une seule manette pour contrôler à la fois les gaz, la richesse du mélange et le pas de l'hélice, là où tous ces paramètres devaient être gérés séparément sur les autres avions. Pourtant, malgré toutes ces qualités, le PFM 3200 ne sera pas un succès commercial, et ça, pour plusieurs raisons. Dans les années 80, l'aviation de loisirs connaît une véritable crise, et les commandes d'avions s'effondrent. En plus, avec un prix du carburant très faible, l'argument de la consommation n'est pas suffisant. Et surtout, Porsche a voulu se lancer sur un marché très concurrentiel, avec des constructeurs déjà bien en place depuis très longtemps, et pas du tout décidés à se laisser faire par le petit nouveau. En tout et pour tout, Porsche ne produira que 80 PFM 3200, dont 41 rien que pour la société Mounet qui produisait des avions haut de gamme et qui avait signé un partenariat avec eux. Les autres seront vendus à des particuliers fiers d'avoir un moteur Porsche à bord de leur appareil. Avec cet échec qui aura coûté des millions à Porsche, ils décident de mettre définitivement fin à l'aventure aéronautique. Et pour ne pas avoir à assurer le service après-vente ou à fournir des pièces de rechange, ils vont tout simplement proposer aux propriétaires d'appareils de racheter leurs avions. Mais seule la moitié des propriétaires vont accepter le deal. Aujourd'hui, on estime qu'il ne reste qu'une vingtaine d'avions à moteur Porsche. Et si vous avez envie d'entendre le son d'un flat 6, que ce soit en l'air ou sur route, il y a un petit meeting tous les ans à Heubach, à 70 km de Stuttgart, qui rassemble à la fois des avions, mais aussi des Porsche vintage. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai fait découvrir une nouvelle facette du constructeur de Stuttgart. Pour ne rien rater de la suite, pensez donc à vous abonner et à mettre des pouces en l'air, ça donne pas mal de motivation pour continuer. Et nous, on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro. Tchuss!